Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi c'est Océane. Bienvenue dans l'épisode numéro 7, qui est déjà le dernier épisode de la saison numéro 1 de l'émission Girl Talk. Franchement, ça me fait hyper bizarre de me dire que c'est déjà le dernier épisode, donc je tenais vraiment à remercier toutes celles et ceux qui ont regardé des épisodes de la saison 1. Girl Talk a pour but de mettre en lumière des personnalités publiques afrodescendantes dans tous les domaines, afin de vous faire découvrir leur parcours de vie sous le prisme de leurs cheveux. Vous l'aurez compris, ici, on met en avant des personnalités et des sujets qui ne sont pas assez représentés dans les médias traditionnels. Aujourd'hui, je suis avec le premier invité masculin dans Girl Talk. Il s'agit d'un activiste, artiste antiraciste, comme il aime le dire hors sol, qui raconte l'histoire coloniale française et ses conséquences dans la société actuelle. Il a pour rêve de former un média, avant les présidentielles de 2027, qui serait une contrebalance aux médias type BFM ou CNews. J'ai nommé Semboy. Bonjour. Salut Semboy, comment est-ce que tu vas ? Ça va très bien, je suis content d'être là, merci pour l'invitation. On est vraiment hyper content de t'accueillir parmi nous et puis c'est un honneur que tu sois du coup le premier invité masculin, c'est comme clair. je l'ai dit. On a hâte, je pense aussi que ceux et celles qui nous regardent ont hâte de voir un petit peu ce que tu as à nous raconter. Les secrets. Exactement, les exclus. Je tiens à remercier le salon de coiffure Studio Boucle qui nous permet de pouvoir tourner cet épisode. N'hésitez pas aussi à nous donner de la force, vraiment, en vous abonnant, en likant, en commentant et en partageant. On démarre tout de suite. Alors, Semboy, dans Girl Talk, j'ai pour habitude de laisser mes invités se présenter de la façon dont ils le souhaitent, donc c'est ton moment. Alors, je suis Semboy, donc c'est mon pseudonyme, mais c'est le nom que j'utilise en permanence. Je me fais appeler Semboy vrai nom, et j'ajoute en plus un espèce de petit smiley avec le symbole euro, histoire de faire un truc vraiment compliqué à dire. J'aime bien chercher un peu la merde sur les appellations. Et du coup, je suis activiste maintenant, un peu journaliste, et j'ai créé une chaîne qui s'appelle Histoire Crépue, sur laquelle je vulgarise l'histoire coloniale française, et j'essaye de, en fait, donner des outils aux personnes afrodescendantes et même personnes racisées en général, donc je me limite pas forcément aux personnes afrodescendantes, pour comprendre l'histoire coloniale française et donc comprendre aussi notre place aujourd'hui en France. Mais moi franchement je suis désolée, je vais revenir sur Semboy, parce que vraiment ça me... Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, je sais pas, ça m'éveille une certaine curiosité, et du coup pourquoi Semboy ? Alors il y a plusieurs raisons. Déjà le Sem, ça veut dire une sorte de colère, tu vois, une sorte de contrariété, j'ai envie de dire, qui n'est pas vraiment explosive. C'est comme une colère sourde, mais qui peut souvent nous ronger. Et d'ailleurs, le mot seum, ça vient de l'arabe, ça vient d'un mot qui veut dire venin, en fait, à la base. Et c'est venu en France avec l'immigration post-coloniale, en fait. Et donc aujourd'hui, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Dans les cités, c'est devenu un mot de plus en plus, tu vois, d'argot populaire. Mais ça vient de ce mot venin. Et moi, je me dis, pour lutter contre un poison ou contre un venin, il en faut un petit peu pour faire un antidote. Tu vois, il faut un petit peu de poison pour faire un antidote. Et moi, c'est un peu cette logique-là que j'ai. C'est au lieu de se faire ronger par le seum, qu'est-ce qu'on peut en faire de constructif ? Toute l'idée du nom Semboy, c'est aussi de faire référence un peu aux super-héros, tu vois, genre Spider-Man, il se fait piquer par l'araignée, tu vois, il aurait pu être en train de pleurer et de se rouler par terre et mourir. Mais en fait, ça va lui donner un pouvoir et il va leur jeter ses toiles, tu vois. Et là, c'est un peu ce truc, encore une fois, genre du venin, tu vois. On a ce truc en nous. Comment est-ce qu'on le transforme en pouvoir ou en énergie positive ? Et du coup, je mets boy pour pas me prendre pour un super-héros, tu vois, c'est pas l'idée, mais c'est juste pour faire une sorte de clin d'œil à cet univers. Et ça fait aussi référence à des personnages dans The Boondocks, je sais pas si tu vois. Je connais pas du tout. Il y a un dessin animé et une bande dessinée, c'est des enfants afro-américains. C'est deux frères, il y en a un qui est hyper politisé, qui a un grand afro, et l'autre qui a des tresses et qui est un peu plus petit, et qui est plutôt en mode gangster et tout. Et ils vivent dans une banlieue blanche, et du coup celui qui est hyper politisé fait que genre relever le racisme systémique. Enfin, on peut pas lui parler, il fait que des punchlines comme ça. Et du coup pour moi, j'ai découvert cette BD assez jeune, genre je devais avoir 14-15 ans. C'était la première fois que je voyais ce genre de représentation. Et c'était un peu un Semboy, genre il avait le seum tout le temps, il avait genre 12 ans dans la BD et il fait que des phrases chiantes de politique. Du coup, il y a aussi une ref à ce personnage qui s'appelle Huey. Voilà. Ok, super intéressant. Franchement, tu m'apprends des trucs déjà, alors que ça fait même pas une minute qu'on vient de commencer. Et ça me donne envie d'aller voir en plus, donc trop cool. Pour apprendre à mieux connaître mes invités, en général, on repart dans le passé. Donc j'espère que ça ne te fait pas trop peur. Non, on va y aller. Mais tu as accepté de participer à ce jeu-là. Donc on va commencer avec une première photo de toi. Ouais, oh my god.
Donc, je te la montre. Ouais. De toute façon, tu la connais, hein, c'est toi qui me l'as envoyée, hein, j'ai pas C'est cherché. Et donc, j'aimerais, Symbol, que tu puisses décrire cette fameuse photo, me dire, alors pas forcément quel était ton rapport à tes cheveux, mais est-ce que, en tout cas autour de toi, on savait s'en occuper, et me dire aussi où est-ce que tu as grandi, et tout ton background un petit peu socio-culturel. Donc ce petit garçon qu'on voit sur cette photo, je pense qu'à cette époque-là, je sais pas exactement où j'étais et à quelle classe j'étais. Je suis né à Rennes, donc en Bretagne, et mes parents, ma mère venait de Côte d'Ivoire et mon père venait du Togo. Et ils venaient d'arriver en tant qu'étudiants, ils ont fait leurs études à Rennes. Et ma mère, elle est métisse, donc elle a grandi en Côte d'Ivoire, mais elle est métisse. Et du coup, voilà, ils se sont mariés. Je suis le premier enfant de cette famille. Après, j'ai plein de petits frères et sœurs. Combien ? En tout, on est 7. Ah ouais. Ouais. Ok. Donc moi, je suis le premier. J'ai vécu un petit peu à Rennes, puis là, je pense que sur cette photo, on a déménagé plusieurs fois et on est arrivé en région parisienne à Fontenay-sous-Bois. Là, je pense que je devais être en grande section. Je sais pas si je suis trop petit ou pas. Enfin bref. À cette époque, ma mère s'occupait de mes cheveux et mon père, lui-même, il se coiffait. Il a toujours aimé se couper les cheveux tout seul. Okay. Et ma mère le faisait aussi. Mais du coup, c'était quelque chose d'assez expéditif. Genre, on se rase juste la tête et puis voilà quoi. Il n'y avait pas ce rapport, je laisse pousser mes cheveux longs. Non, pas du tout. Sachant que ma mère elle-même ne laissait pas vraiment pousser ses cheveux longs. Une période un petit peu avant ça, elle était en mode teinture rose, cheveux courts, tu vois. Du coup, elle avait un rapport à ses cheveux. Incroyable. Ok, waouh. Et après, elle a changé complètement, tu vois. Du coup, il n'y avait pas le côté, genre, on va les laisser pousser. Bon, alors là, t'étais tout petit, hein. J'étais tout petit, ouais. Mais pas eu de... Est-ce que t'as des souvenirs, je sais pas, de moqueries, de railleries ou de choses ? Alors, j'ai pas de souvenirs à cette époque. Ce qui est particulier, c'est que du coup, comme je suis né à Rennes, c'était un milieu où il y avait des étudiants africains, parce que du coup, mes parents étaient dans une sorte de communauté d'étudiants et d'étudiantes africaines. J'avais des oncles, des tantes qui étaient là et tout. Donc, il y avait des adultes noirs autour de moi, ou métis. Mais mes potes d'école, c'était des blancs. Après, quand je suis arrivé à Fontenay-sous-Bois, j'ai pas de souvenirs directement liés à moi, au racisme. J'ai été témoin d'actes racistes sur d'autres enfants. Et je sais qu'il y a des personnes noires, notamment une fille qui est venue un moment dans notre école, c'était un peu plus tard que ça, qui avait les cheveux courts et qui était noire vraiment, et qui avait un prénom masculin en plus, parce qu'elle s'appelait Paul. Et là, du coup, c'était vraiment vénère. Les insultes et les moqueries et tout, parce qu'il y avait trois combos qui étaient, comme elle avait les cheveux courts en étant une fille, il y avait ce truc, mais en fait elle était noire et voilà, c'était sa manière de se coiffer à ce moment-là, et le fait qu'elle soit noire et le fait qu'elle s'appelle Paul, et du coup c'était le combo gagnant pour être la victime de toutes les moqueries racistes. Toutes les moqueries racistes et tout. Et moi je pense que d'une manière ça m'a affecté en me disant je joue discret en fait. Donc, tu vois, T'avais cette impression à un moment donné de pas d'éteindre ta lumière, mais presque, tu vois, pour ressembler à la masse. Ouais, en fait, il y avait un truc d'intégration qui était assez fort, genre... j'avais pas de groupe d'enfants racisés vraiment, tu vois. J'avais plein d'adultes autour de moi, mais c'était des immigrés, c'était une autre énergie que ce que moi je pouvais être, tu vois. On va avancer vas-y. Un petit peu plus dans les années, parce qu'après, tu nous parlais déjà un petit peu de ce qui se passait... après, et là on voit que tu as grandi, c'est clair. Vu que c'est l'adolescence. Des années, je ne sais pas pour toi, qui peuvent être difficiles par moment. L'adolescence, je sais pas si difficile c'est le bon mot. Ou en tout cas qui peuvent chambouler ou qui peuvent renverser les façons de penser. On est vraiment dans une construction qui est intense, je pense. Et j'aimerais, si tu le veux bien, que tu puisses décrire justement cette photo-là. Comment est-ce que tu te voyais à cet âge-là ? Est-ce que ton rapport justement à ton identité était un peu plus clair ? Par rapport à tes cheveux, est-ce que tu étais toujours dans le « je m'en fous total » ou est-ce que tu commençais un petit peu à prendre soin de toi, je sais pas, pour les filles, pour autres, bref, dis-nous tout. C'est clair. C'était pas un moment particulièrement difficile parce que je sais qu'il y avait des situations beaucoup plus dures que la mienne. Quand je discute avec des gens qui ont pu être victimes de bizutage ou tu vois, de différents trucs d'harcèlement et tout, moi j'avais pas du tout ce truc-là, mais j'avais des amis qui pouvaient en subir. J'étais assez discret, je parlais pas beaucoup et je faisais un peu ma vie, j'étais un peu le bizarre mais intello, dans un truc un peu particulier. Parce qu'à cette époque-là, j'ai changé, je suis parti de Fontenay-sous-Bois. Et j'ai déménagé à Gennevilliers dans une cité qui s'appelle Le Luth, et du coup j'ai fait toute mon adolescence en fait dans cette cité. Et là c'était un rapport totalement différent où on n'était que des personnes racisées. Et du coup c'est là aussi où j'ai dû me positionner pour la première fois sur le plan vraiment des origines, tu vois, de dire, parce que avant
Les autres, ils étaient italiens, portugais et tout. Moi, j'étais noir, mais pas besoin d'en savoir beaucoup plus, tu vois. On était déjà pas beaucoup de noirs. Ok. Alors que là, il fallait vraiment se dire, toi, t'es ivoirien, tu vois, c'est quoi? Parce que aussi, les personnes, en tout cas, étaient amenées à se revendiquer, vu C'est qu'on ça. leur pointait tout le temps, Voilà. on les pointait tout le temps du doigt. C'est ça. On était tellement rejetés de l'identité française que la seule accroche qu'on pouvait avoir, c'était une identification avec le pays d'origine des parents. Même si, pour la plupart, on n'était pas allé dans les pays d'origine, tu vois. Et c'était juste une manière d'avoir quelque chose à défendre, en fait, tu vois. Et du coup, moi, là, je me suis retrouvé face à ce truc. C'est quoi mon origine? Et ma mère, c'était toujours ma mère qui me coiffait. Et pour plein de raisons. Donc, sur cette photo, moi, j'ai toujours eu... Enfin, j'ai un M, tu vois, sur les cheveux. Ouais. Et du coup, je me suis toujours dit, je peux pas faire les coupes que tout le monde fait, parce que c'était les coupes, tu sais, genre, tu traces vraiment sur les côtés, tu fais le contour, tous ces trucs-là. Ouais, je vois. J'étais en mode, moi, je peux pas faire ça avec mon M, tu vois. Ok. Du coup, ma stratégie, c'était raser tout, et ma mère, c'était ma mère qui me rasait les cheveux, tu vois. Ok. Donc, j'ai toujours fait ça, et j'ai vraiment un peu horreur du coiffeur. Du coup, j'y vais jamais, presque. Je crois que j'ai dû être... Encore maintenant? Encore maintenant. Ok. Ouais. Je crois que j'ai dû aller 2 ou 3 fois chez le coiffeur quand j'étais petit et j'étais vraiment en mode flemme de ouf, tu vois. J'avais quand même une coupe qui passait, c'était un peu la coupe de, je crois, Ronaldo à l'époque. Il avait Je suis nulle en il avait référence genre... de moi aussi, je suis nul. Hein. Ok, on essaiera de trouver la photo. Ouais, voilà, c'est ça. Apparemment, moi je savais même pas, c'est les gens qui me disaient ça. Donc il avait des cheveux il avait un peu plus de cheveux devant et ensuite je crois moins de cheveux, tu vois. C'était genre une sorte de dégradé comme ça. Comment le prendre? Ouais, franchement, grosse question. Et moi ma mère elle me faisait un espèce de dégradé comme ça et du coup quand je suis arrivé à Gennevilliers, les gens ils me disaient mais tu dois être brésilien parce que j'étais, tu vois, un peu clair avec cette coupe. Et donc ça a été un peu ma coupe pendant un moment et moi j'étais en mode au moins si ça passe, si ça me permet d'être discret, qu'on me pose pas trop de questions, je prends ça, tu vois. Ok. Et voilà, donc ça c'était le rapport avec mes cheveux, sinon je les rase jusqu'à ce qu'ils arrivent un peu à une hauteur comme sur cette photo je pense et je me rasais les cheveux, tu vois. J'étais vraiment boule à Z-man tout le temps. Ok, et je vais revenir un petit peu juste sur le propos parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. Ouais. Quand tu dis que tu étais discret et que du coup c'était aussi un moyen de te fondre dans la masse, est-ce que t'en avais honte de tes cheveux? Je pense que j'étais pas à l'aise avec mes cheveux particulièrement, tu vois. Je me suis jamais trouvé vraiment beau ou quoi, tu vois. Du coup, comme tu disais, est-ce que je me coiffais pour les filles ou des trucs comme ça? Non, j'étais plutôt en mode vas-y, c'est peine perdue. Je me rase la tête et je disparais, tu vois. C'était plus ça ma logique. J'avais pas honte de mes cheveux en soi. C'était pas un élément pour moi de je sais pas comment dire. Esthétique ou c'est ça. Que tu pouvais exploiter. Ouais, voilà, c'est ça. Même pour toi-même, pas d'intérêt quoi. Il y avait pas d'intérêt particulier. À part à les couper. Parce qu'au bout d'un moment, c'était vraiment n'importe quoi. Enfin, c'était n'importe quoi. Et puis oui, c'est vrai qu'il y a aussi cette question de l'entretien. Ouais, voilà, c'est ça. Aussi, parce que j'ai été grave flemmard sur ce truc. Enfin, j'ai jamais été quelqu'un qui prend beaucoup soin de moi. Genre, j'ai une peau qui est pas hyper facile. Et mes cheveux, pareil et tout. Donc, j'étais en mode, vas-y, Nick, je me concentre sur d'autres choses, tu vois. Je vois. J'investis pas ce champ particulièrement, tu vois. Ok, ça marche. Ouais. Mais du coup, on va avancer, si tu veux bien, un tout petit peu, avec une photo de toi qui est récente. Et on te voit avec un look totalement changé. Ouais. Si on regarde la photo, du coup, quand t'étais ado et celle de maintenant, ça n'a plus rien à voir. C'est pas toi, mais on se dirait pas, tiens, il finirait avec des locks. Ouais, c'est clair. Que s'est-il passé? Mais oui, dis-nous tout. Pourquoi? Bah ouais. Donc après cette période où j'étais à Gennevilliers, j'ai fait des études aux Beaux-Arts à Angoulême, donc plutôt petite ville, hors de région parisienne et tout. Le fait de quitter la région parisienne, ça m'a grave permis de me déployer sur ce que je voulais vraiment être ou faire, tu vois. À plus lâcher prise sur plein de trucs, même au niveau de mes cheveux, genre laisser mes cheveux pousser, enfin des choses comme ça, tu vois. Et là, par contre, j'étais retourné dans un contexte blanc. Pour le coup, et puisque c'était à Angoulême, on était très peu de personnes racisées dans les beaux-arts en général en France, on était très peu, et aujourd'hui ça s'ouvre encore, enfin ça commence à s'ouvrir un petit peu, mais c'est quand même rare. Et du coup, là j'étais en mode, j'avais mes cheveux que je lâchais, et à la fin des beaux-arts, j'avais une touffe que je coiffais avec un peigne et tout, tu vois, j'essayais de prendre soin, de les tirer un peu, enfin de les faire prendre du volume. Ouais, les ouvrir un peu là, voilà, avec les peignes afro et tout. Exactement. Mais non, j'aurais bien voulu voir cette phase. Ouais, mais si tu veux, je t'enverrai des photos en plus. Ouais, ce serait bien, pour qu'on puisse voir aussi.
Mais oui, du coup, j'avais un peu une sorte d'afro, mais comme je suis pas assez rigoureux ou je mets pas assez de soins sur le physique en général, ça me prenait trop de temps et d'énergie de faire ça, tu vois. Et du coup, je le faisais genre une fois tous les mois, je vais vraiment me déterre à faire un truc, ou bien tous les genre 3 mois, et puis après, je laisse complètement, enfin, bref, je fais plus rien, tu vois. Enfin, bref, ça c'était pas très efficace. Je suis parti vivre en Chine pendant 1 an à la fin des Beaux-Arts. Oh. Ouais, je suis revenu en France, en région parisienne. Et là, je me suis dit, bon, je suis arrivé au bout de ce truc de l'afro. Je me disais, soit je vais les raser, soit je tente un nouveau truc Que t'avais pour déjà voir. Ouais, fait. voilà, c'est ça. On n'a qu'une vie. Je me suis dit, bon, faut que je tente le max des trucs et après, je verrai. Là, j'avais vu un clip, je crois, ou un documentaire sur Kodak Black, le rappeur. Ouais, je vois très bien. Et dans le clip, bon, déjà Kodak Black, il a des coupes assez ouf, mais il y avait, je crois, un de ses frères dans le clip, enfin quelqu'un, à un moment il dit My Brother, ou je sais pas, tu vois, qui avait des énormes locks, genre 4 grosses locks comme ça, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, mais il faut que je fasse un truc comme ça, tu vois. Mais genre un truc. trop bien, la révélation en fait. Ouais, voilà. Et un truc un peu genre méchant, je sais pas, genre des locks, mais méchantes, tu vois. Comme j'aime pas le coiffeur, pas des locks qu'on va me faire chez le coiffeur, tu vois. Ah ouais. T'avais pensé quand même, il y avait de l'idée derrière. C'était pas juste je veux des locks. Non, c'était des trucs méchants. Et après, j'ai regardé d'autres trucs et tout. Je voyais des gens qui avaient des locks vraiment de ouf, genre des espèces de ultra énormes locks. Je me disais, putain, faut que je fasse quelque chose comme ça. Et du coup, je me suis laissé pousser les cheveux de manière, en fait, en mode freeform. Donc, j'ai acheté une éponge. Là, je l'ai pas prise comme les objets, mais ça aurait pu être un objet, tu vois. Mais je l'utilise plus depuis trop longtemps, tu vois. Et du coup, je me faisais juste ça sur la tête jusqu'à ce que ça fasse des baby locks, quoi. Ouais. Et après, je laissais pousser. Donc, j'avais vraiment un arbre un peu à la Basquiat. Et comme j'étais dans les milieux d'art contemporain, et les gens, ils me faisaient grave des références à Basquiat. Sauf que moi, c'était pas du tout en lien avec Basquiat. Ce que j'avais fait, c'était vraiment par rapport à... Enfin, plutôt au rap US, à la trappe, Kodak Black ou d'autres personnages comme ça, tu vois. Et du coup, ça me saoulait. Je me disais, je veux pas... Enfin, laissez-moi tranquille avec Basquiat. Et dernier point que je voulais dire, c'est que j'ai toujours aimé les mangas aussi. Un point important que j'ai pas dit depuis le début. Et du coup, un de mes rêves dans la vie, c'était d'avoir des coupes de cheveux complètement ouf. Comme dans les mangas, tu sais, ils ont des coupes incroyables et ils se baladent normal, tu vois. C'est pas un sujet et ils ont des cheveux n'importe comment, enfin voilà quoi. Avec une identité visuelle à chaque personnage. Et du coup, quand j'étais petit, le fait d'avoir les cheveux coupés, c'est parce que je pensais pas que c'était possible pour moi d'avoir des cheveux que je puisse investir réellement, tu vois. Et le fait d'avoir des locks, ça a commencé à me faire me dire, c'est ça que je voulais en fait, c'est ce truc d'avoir une coupe what the fuck, totalement unique. Parce que du coup, mes cheveux, c'était vraiment unique. Genre, quand tu fais des freeform dreadlocks, tu peux pas contrôler dans quel sens ça va partir, tu vois. Et après, un jour, c'est ma copine qui m'a coupé, enfin, qui me les a un peu plus... parce que c'était vraiment trop... Ouais. Ça partait un peu dans tous les sens, Ça partait dans tous les sens. Au bout d'un moment, ça commence à être compliqué pour dormir. Même pour t'allonger, tiens. Enfin, ça va, mais tu vois, ça prenait vraiment une place. Donc, elle m'a dit à un moment, vas-y, il faut qu'on les coupe pour que tu puisses les garder et que tu puisses les entretenir différemment et tout et tout. Et j'étais en mode, bon, ok, au bout d'un moment, j'ai accepté. Et donc, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Il y a quand même quelques restes du fait qu'elles étaient... Elles sont hyper longues, hein. Ouais, elles sont longues. Ouais. Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tes locks, elles ont une signification particulière? Ou pas forcément, hein? Pas forcément. En termes, quand je dis signification, c'est que ce soit spirituel ou même identitaire ou... C'est ça qui est un peu bizarre. C'est pour ça que c'est pas un sujet dont je parle beaucoup, mes cheveux. Par exemple, il y a un truc quand on a des locks, c'est qu'on se fait le salut un peu des rastas, tu vois, genre dès qu'on se croise avec des locks dans la rue. C'est vrai. Ouais, vous remarquerez les gens qui ont des locks, s'il y en a qui se croisent, ils vont se faire un petit signe de tête, un petit signe de tête et tout, tu vois, un petit salut. Donc ça fait que ça m'a fait rentrer dans une espèce de, pas de communauté, tu vois, mais quand même appartenir à quelque chose de plus large que moi. Sauf que j'ai pas cette culture du tout des locks. Ma famille venant de Côte d'Ivoire et du Togo, donc c'est mon père qui est du Togo. Et au Togo, les locks, c'est quand même hyper mal vu, tu vois. Il y a des pays, par exemple au Sénégal, j'ai l'impression qu'il y a une culture un peu des locks qui existe. Aux Antilles, il y a une vraie culture des locks, tu vois, aux États-Unis et tout. Mais au Togo, c'est mal vu. C'est la coupe des personnes qui sont... Dans la rue un peu, non? Ouais, qui sont dans la rue. Ouais, voilà. C'est une coupe qui est associée au fait d'avoir des troubles psy. Ou alors d'être quelqu'un de mauvaise vie et au marginal. pire...
ouais, marginal, mais même dangereux, genre la drogue, tu vois. Et du coup, pour une bonne famille, avoir des locks ou quelqu'un qui a des locks dans cette famille, c'est un problème. Surtout que moi, j'avais les freeform, tu vois, c'était même pas les locks comme ça, quoi. Donc la réaction, elle était plutôt... Ouais, plutôt crispée au début. Ok. Et ça aussi, c'est intéressant parce que mes amis qui viennent des Beaux-Arts qui sont blancs, il y a un truc où les locks, c'est quelque chose de vraiment noir, tu vois, ou afro. Et donc, il y avait plus de gens qui étaient en mode « tu te réappropries le fait d'être noir ». En fait, ce que je veux dire, c'est que Ok, je vois ce que tu veux dire. les noirs que je connais moi vraiment, qui sont mes plus proches, ils étaient pas, c'est pas des gens des locks, tu vois, vraiment pas. Pourtant, pour d'autres personnes, c'était une projection de se dire ah là, tu renoues avec tes racines. Mais moi, si je renoue avec mes racines, je me coupe les cheveux, tu vois. Et du coup, c'est ce truc qui est un peu toujours à cheval entre plusieurs espaces qui m'intéresse aussi. Ce que je disais tout à l'heure avec Sunboy, j'aime bien chercher la merde. J'aime bien me mettre dans des postures où dans l'enchevêtrement. Ouais, voilà. Ok, je vois. Où c'est toujours un peu bizarre, tu vois. Ouais. Ça pose toujours un problème à quelqu'un d'un côté, tu vois. Après, ma famille, ça va, ils sont chill. Mon père, au début, il était en mode ok. Mais après, plus tard, j'ai capté qu'il kiffait grave genre Bob Marley ou des trucs, tu vois. Genre, je me demande s'il avait pas un jour voulu avoir des locks, en fait, tu vois. Mais... Et qu'il a pas pu, il a pas osé. Ouais, et tout, qu'il a peut-être pas fait, tu vois. Sunboy. Ouais. Montre-nous ton accessoire favori, justement, pour tes locks. Mon accessoire favori, c'est pas un accessoire très grandiose, du coup, c'est mon élastique. Mais trop bien. Ouais. Et du coup, c'est ce qui te sert à, par exemple, les attacher comme là et tout. Ouais, c'est ça. Ok. J'utilise juste un élastique, je les attache comme ça, ou alors dans plusieurs autres positions. Enfin, c'est juste ça, parce que ça me permet justement d'avoir ce petit truc de contrôle et de faire des coupes un peu marrantes. Et c'est ça qui me plaît avec les locks, c'est de pouvoir avoir des coupes marrantes. Parfois, je fais des couettes, ce qui est assez absurde, ça paraît pas comme ça sous Histoire Crépue, mais ça peut exister. Et voilà, enfin c'est l'élastique quoi. Ouais, et puis c'est la beauté aussi de nos cheveux, c'est la versatilité, donc c'est ça. Donc trop cool que tu puisses en parler aussi. Ouais. Je le disais au début, ton ambition est de créer un média fort en impact contre les idées d'extrême droite. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus? Ouais. Alors donc là l'idée qu'on a avec Histoire Crépue, c'est de devenir vraiment un média qui fait remonter, qui fait résonner les voix des personnes antiracistes en France dans toute leur diversité. On veut pas forcément avoir qu'une ligne très précise, qu'une manière de parler d'antiracisme. On veut qu'il puisse y avoir des désaccords entre les personnes qu'on invite, tu vois. Et parce que je pense aussi que c'est de ces désaccords, de ces complexités, qu'on va pouvoir faire naître des réflexions constructives. Donc l'objectif, c'est d'avoir un plateau. Je sais pas si ce sera un plateau comme, tu vois, un plateau de journal télévisé, ou si ce sera un plateau beaucoup plus chill. Je pense que ce sera un plateau plus chill, où on peut faire intervenir plein de personnes. Et l'idée, c'est de créer un peu une scène, de rendre visible une scène de gens qui s'engagent sur nos questions. Et des gens qui ne sont pas tous et toutes afrodescendantes. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, en 2027, on va se faire matraquer par des infos racistes en permanence. Ça a déjà commencé dès maintenant. Et il faut qu'on soit assez solide médiatiquement pour pouvoir défendre notre propre agenda médiatique, pas subir tout le temps l'agenda médiatique de l'extrême droite, parce qu'on est obligé de réagir à leurs polémiques. Il faudrait qu'on puisse aussi décider de quoi on veut parler. Et aussi qu'on propose, en fait, je sais pas si toi, par exemple, tu veux faire une chronique sur notre plateau, tu vois, ça fait juste que tu participes à une chronique, potentiellement demain, France TV a besoin de quelqu'un qui parle d'un sujet que tu aurais évoqué ce jour-là, et ils peuvent se dire, on l'a vu sur le plateau d'Histoire Crépue, hop, tu vois, c'est aussi une manière d'être... de s'insérer dans le système aussi. De s'insérer dans le système médiatique, tu vois, voilà. Et parce qu'on pense que quand on est trop éclaté chacun de notre côté, les médias vont nous piocher un peu, on dépend trop de... Quand ils ont besoin de nous, ils nous piochent à un moment donné. Alors que là, on pourrait avoir vraiment notre propre espace et avoir des figures ressources qui vont ensuite intervenir dans les autres médias. C'est un peu ça l'objectif. Et aussi, ça fait du training dans le sens où on s'entraîne dans des conditions de direct, tu vois. Et là, on l'a fait dès qu'on a pu, dès qu'on peut, nous, on fait ça. Dès qu'on était sur le Média TV, par exemple, dès qu'on peut avoir un plateau, on met les gens en condition en leur disant, c'est la première fois que tu fais un live, mais la prochaine fois, quand c'est BFM qui t'invite, tu as déjà une expérience, en fait, tu vois. Donc, c'est un peu tout ça, la logique du projet. Trop top. Est-ce qu'on peut t'aider et de quelle manière ? Ouais, carrément. Pour nous aider, rendez-vous sur le site histoirecrépue.fr. Donc là, c'est là qu'on a créé notre propre système pour récupérer des soutiens financiers. Parce que l'idée, c'est qu'on n'est pas passé par une boîte comme Tipeee ou comme KissKissBankBank. Enfin, il n'y a plus KissKissBankBank, mais pour toutes ces boîtes de crowdfunding. Parce qu'on voulait avoir vraiment le contrôle de l'argent et aussi le contact direct avec les personnes qui nous soutiennent, avec les adresses mail, etc. Et je dis ça, c'est important parce que
on a l'impression qu'on a des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais en réalité, c'est les réseaux sociaux qui capitalisent et qui ont les abonnés. Et si un jour ils décident de nous fermer ou de nous shadowban, bah nous on n'a aucun moyen de contacter nos abonnés, tu vois. Okay. Et du coup, c'est ça un peu là l'idée, c'est de s'autonomiser aussi de toute cette machine des réseaux sociaux, même si on va y rester présent. Et donc à la fois des plateformes numériques et des réseaux. Donc vous pouvez aller sur histoirecapu.fr pour nous soutenir. Allez-y, vraiment, il faut. Je pense que tu as dû entendre parler des discriminations capillaires au travail. Ouais. Depuis déjà quelques mois, notamment avec le projet de loi passé le 28 mars dernier à l'Assemblée nationale, mené par le député Olivier Servat. Est-ce que les locks n'ont pas été un frein pour toi dans ta carrière ou même dans ta vie personnelle avec, je pense surtout à de potentiels contrôles policiers ou autres? Alors je sais que les locks peuvent être un problème et générer des discriminations à plein de niveaux, mais moi dans mon trajet personnel, ça n'a pas été un problème parce que comme je disais, je viens des espaces d'art contemporain où c'est plutôt justement les figures de l'artiste, genre même Basquiat, c'était stylé d'avoir une coupe comme ça. Dans les espaces que je fréquente, les locks ne sont pas un frein, au contraire, ça fait partie même d'une identité d'artiste ou tu vois, de créateur ou de créatrice. Et par contre, avec la police, ce qui est drôle, c'est que j'ai été contrôlé plein de fois, y compris des contrôles violents, mais avant que j'ai mes locks. Ok, donc quand t'avais les cheveux courts, j'avais les cheveux rasés, ouais. Ok. Ouais. T'étais hyper jeune, non, à ce moment-là? J'étais hyper jeune. Et du coup, ça, c'est des trucs qui m'ont beaucoup marqué et je pense qu'ils ont joué dans mon engagement. Le fait de voir l'injustice policière concrètement, tu vois, et d'avoir affaire à eux et de le vivre. Mais c'était pas lié à mes locks. Et c'était juste lié au fait que j'étais noir et que j'habitais dans un quartier populaire et voilà quoi. Tu m'as dit que tu as été très vite engagé de par justement ces contrôles policiers qui étaient pas du tout justifiés. Ouais. Et justement ma question c'est, est-ce que tu dirais que tu as toujours vraiment été engagé, activiste dès ton plus jeune âge, ou est-ce que c'était là un petit peu endormi Est-ce que tu pourrais nous en parler un tout petit peu plus? Alors, j'ai pas été toujours engagé au sens politique du terme, mais j'ai toujours été sensible à l'injustice, hyper sensible à ça même, et du coup toujours très récalcitrant à, on va dire, au cadre. Par exemple, j'étais assez bon à l'école, mais très hostile en même temps. Comme je t'ai dit, tu vois, j'ai commencé à Fontenay-sous-Bois. Après, quand j'ai déménagé à Gennevilliers, le niveau scolaire était vraiment en dessous de ce que moi j'avais connu à Fontenay. Donc j'ai vécu comme une claque l'inégalité qu'il y avait entre ce qui se passe dans une cité et ce qui se passe à l'extérieur. Il y avait des punitions collectives par exemple. Quelqu'un a fait une connerie, tous les garçons ou toute la classe est punie. J'étais en mode ça c'est pas possible. Ça n'existe pas hors d'une cité. Mais ici c'était normal. Il se passe quelque chose, tous les bus de la cité sont coupés. C'est une punition pour des milliers de personnes, tu vois. Moi j'étais en mode ça n'existe pas en fait normalement. On est là, on est habitué, donc les gens sont habitués et donc ils trouvaient pas de problème à ça particulièrement. Et moi ça me révoltait, tu vois. Du coup j'avais cette colère, ce seum, mais qui n'était pas lié ou articulé politiquement, parce que je connaissais pas de trucs politiques. Et par contre dans ma famille, c'est une famille évangélique, donc très c'est un christianisme très fort et très engagé en fait. Et du coup il y a quand même une énergie militante que je connais de cet espace-là. Même si moi je partage pas cette foi personnellement, mais j'ai grandi dans ça, tu vois, vraiment. Et toutes les personnes de ma famille ou autour de moi ou les gens avec qui j'ai grandi sont, on va dire, des fervents évangéliques, tu vois. Et du coup, je pense qu'il y a une énergie militante quand même que j'ai de ça. On va passer sous un tout autre sujet. Dans tes relations amoureuses, Sunboy, a-t-on déjà fétichisé tes locks? Je sais que la personne avec qui je suis en relation actuellement a déjà été avec des personnes qui avaient des locks. Mais quand je l'ai rencontré, j'avais pas encore mes locks. Donc tu vois, je peux pas dire que c'est pas quelque chose qui pouvait l'avoir attiré parce que j'avais pas de locks. Ok. Donc je dirais non. En tout cas, pas que je sache, mais après c'est possible que il y a des personnes, tu vois, j'en sais rien, pas dans les relations que j'ai eues directement. En tout cas, tu l'as pas vécu, tu l'as pas ressenti directement. Ça, ouais. As-tu déjà trouvé les femmes afrodescendantes moins désirables avec leurs cheveux naturels, ou est-ce que autour de toi, tu as déjà entendu des hommes racisés comme blancs avoir de tels propos au cours de ta vie? Je sais pas si j'ai déjà entendu quelqu'un le dire concrètement, tu vois. Mais je sais que c'est quelque chose qui est présent de ouf et dans mon éducation ou dans ma vie
enfant ou quand j'ai grandi, c'est une idée qui est présente, tu vois. Je sais pas si je l'ai entendu dire, mais c'est là. Et moi-même, je trouvais les femmes afro moins belles, mais je dirais pas que c'était à cause des cheveux naturels ou pas, c'est plutôt genre certaines coupes où j'étais en mode... c'est plus en fait le fait que la société propose d'autres figures de femmes qui me faisait me dire ah bah je vais plutôt désirer un autre profil de femme, tu vois. Et c'est venu avec le temps. Enfin c'est un peu bizarre parce que je pense que j'ai toujours trouvé des femmes afro avec des cheveux naturels belles, mais c'est plus une interdiction mentale, tu vois. Ah ok. Ouais. De par la société, tu veux dire? Parce qu'elles étaient moins mises en avant, parce que, en vrai de vrai, enfin, la société occidentale ne cesse de tout le temps avoir des commentaires, C'est ça, ouais. même médiatiquement en fait. Enfin là, aujourd'hui, on peut parler de Aya Nakamura, mais même bien avant, on a eu plein d'exemples. Ouais. On a souvent été rabaissés, critiqués, et tu penses que ça a dû forcément jouer sur ta pensée, tu veux dire? C'est ça. Mais il y avait vachement, c'est le truc qui revient tout le temps dans les discussions de mecs noirs par rapport aux femmes noires, c'est genre ça pourrait être ma cousine, enfin tu vois, une espèce de truc comme ça, ou... Fraternel, pseudo-fraternel, alors qu'il n'y a pas de fraternité. Mais... Ouais, en plus, tout en taclant en plus, ouais, c'est ça. Ouais, tu sens qu'il n'y a pas de solidarité. Sauf que, en réalité... Moi, je sais que j'avais grave de crush sur des femmes noires que je connaissais dans mon entourage et tout, mais c'était pas quelque chose que je vais légitimer en me disant ça, c'est un vrai, tu vois, un vrai crush. Moi, dans mon entourage, il y a beaucoup de femmes qui portent des perruques. Quand je dis perruque, c'est vraiment parce que c'est aussi l'ancienne génération, tu vois. Ça a jamais été un critère en me disant ah, j'aime pas ou j'aime bien, tu vois. J'aime bien la personne, en fait, en tant que telle, et ses cheveux, c'était pas tant le truc. Du coup, je vais moins valoriser le fait que je peux être attiré par une femme noire que d'autres femmes quand j'étais petit, tu vois. Ouais, je vois. De toute façon, la société dans laquelle on vit va toujours en fait nous orienter, surtout quand on est petit. C'est obligé en fait, va toujours nous orienter à désirer tel ou tel homme ou telle femme parce qu'elle est plus mise en avant, parce qu'elle est considérée comme le canon de beauté dominant, parce que ci, parce que ça. Et donc c'est pour ça aussi qu'on crée Curl Talk, c'est pour un petit peu enlever les tabous, parce qu'en fait ces injonctions existent aussi, et donc il faut pas non plus se dire qu'on est parfait et qu'on ne les a pas subis, et que non, on va pas se mentir, je pense que toutes et tous à un moment donné on a été traversés, et se dire bah ouais, malheureusement peut-être que je vais trouver une personne qui est différente de moi, plus belle, parce qu'elle est plus mise en avant, parce qu'elle est mieux considérée, etc. Choses pour lesquelles il faut aussi maintenant se battre et renverser la vapeur pour déconstruire tout ça, mais j'apprécie ton honnêteté en tout cas. Ouais. Non, mais moi je dis toujours, l'idée c'est pas d'être dans la pureté morale, mais c'est de comprendre les mécanismes qui nous traversent et même parfois auxquels on participe, et pour essayer de les déconstruire. Si on fait genre tout va bien, on n'avance pas. Ouais. Totalement. Et comment est-ce que tu te définis en tant qu'être humain par rapport aux cases que la société nous impose? Est-ce que tu te définirais plutôt comme un afropéen ou juste comme un afrodescendant ou comme une personne métisse? Ouais. Alors, personne métisse, je dis pas ça parce que ma mère est métisse, et du coup, je sais que je le suis pas parce que je vois ce que c'est que d'être métisse et le grand écart qu'il y a entre des familles, là pour le coup c'est blanc et noir, et cette histoire coloniale qu'il y a derrière, et comment est-ce que les personnes peuvent être à cheval ou le cul entre deux chaises et tout. Et je sais que ça, c'est pas quelque chose que j'ai vécu moi. Et donc ça fait que j'ai du mal à dire un mot pour définir sur le gradient des couleurs, tu vois. Parce que du coup, le nom colonial, ce serait carteron. Ce serait le fait que, voilà, tu vois. Un fameux mot. Voilà, c'est ça. Et ce qui n'est pas un mot utilisé, heureusement, mais c'est le mot qui reste pour définir ce que je peux être, tu vois. Je suis un mec noir en France. Ça, c'est important aussi. Enfin, c'est pour ça que c'est complexe, donc comme je travaille sur l'histoire coloniale, de jouer avec tous ces mots-là, métis, carteron, noir, qu'est-ce que ça veut dire? Et dans le système français, noir, c'est vraiment les personnes qui sont dark skin, et ensuite il y avait d'autres mots, parce que ces autres mots correspondent aussi à des niveaux de privilèges différents, tu vois. Totalement. J'ai plus de privilèges qu'une personne noire dark skin aujourd'hui en France, tu vois. Et c'est tous ces trucs-là qui font que c'est complexe. Donc après, il y a afrodescendant, je dis souvent que je suis afrodescendant. Ok. Et afropéen aussi. Il y a un livre de Leonora Miano qui s'appelle Afropéa, que je trouve assez intéressant pour ça. Et moi, je dis afropéen parce que je dis pas genre je suis africain. Et moi, de mon expérience personnelle, quand je vais sur le continent,
Bon, déjà, on m'appelle Bob Marley, enfin, c'est toujours ce truc des locks et tout. On ne te considère pas forcément comme un autochtone aussi. C'est ça, voilà. Mais c'est le cas pour plein de personnes, même dark skin, ça se voit qu'on est des diasporiques, tu vois. Totalement. C'est ça se voit et les gens le savent, il n'y a pas besoin, enfin, ils n'ont pas envie même qu'on les convainque qu'on est africain, tu vois. Ils savent qu'on est diasporique et très bien, et comment on fait, comment on construit l'Afrique ensemble, tu vois. Je vois trop le niveau de privilège que j'ai pour venir dire je suis africain. J'espère que dans 100 ans, ou dans 50 ans, ou dans 20 ans, bah, je pourrais dire je suis africain parce que les choses seront plus, tu vois, réglées, quoi. Voilà. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je t'ai découvert personnellement à travers ton média Histoire Crépue, dont tu venais de mentionner tout à l'heure sur YouTube. Et moi, je me demandais comment est-ce qu'elle était ta vie avant. Donc, tu nous parlais quand même que tu as fait des études aux Beaux-Arts, etc. Par quoi est-ce que tu es passé aussi personnellement pour en arriver à la création de Histoire Crépue? Ok, j'essaie de faire concis. Donc, j'ai fait les Beaux-Arts. Travailler plutôt sur l'espace numérique, comment investir politiquement et spirituellement l'espace numérique. Je suis parti en Chine, j'ai un peu travaillé sur comment est-ce qu'on peut faire de l'art qui ne finisse pas en exposition, qui ne finisse pas dans une salle d'expo. Ça veut dire mettre de l'art dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours. Donc par exemple, le nom Sumboy, c'est un projet un peu artistique dans ce sens-là, tu vois. Ma coupe, enfin plein de choses qui sont en fait des manières de faire transparaître l'énergie artistique que j'ai envie de donner, mais pas dans des espaces d'expo. Là, j'ai commencé à travailler avec un collectif qui s'appelle Décoloniser les arts et qui créait plein de réunions dans un lieu qui s'appelait La Colonie à Paris. Et donc c'était un lieu où il y avait plein de talks tous les jours sur l'histoire coloniale, la décolonisation, plein de collectifs. C'était dans les années 2017-2018 jusqu'à 2020 à peu près. Et moi, j'étais un peu une petite main de ce collectif où je faisais un peu des stories, enfin, je faisais plein de trucs et j'apprenais énormément en même temps. Je faisais des recherches de mon côté sur YouTube beaucoup, sur Gallica, enfin, sur plein d'espaces, je lisais, enfin voilà. Et au bout d'un moment, quand j'ai eu assez d'infos, je me suis dit, bon, bah, tout ce que je sais faire en tant qu'artiste et ce que j'ai appris dans les milieux militants, faut le combiner. Et c'est là qu'est né le projet Histoire Crépue, en fait. On sait du coup que tu parles d'histoire et j'aurais voulu savoir, est-ce que l'histoire coloniale, en tout cas, est-ce que tu as toujours été passionné par ça, par ce type d'histoire-là? Est-ce que ton entourage t'en parlait? Non, pas du tout, mon entourage m'en parlait pas du tout et moi j'étais pas passionné par ça parce que je connaissais pas. Vraiment, j'avais aucun indice que ça existait. Enfin, j'étais assez passionné d'histoire médiévale ou Seconde Guerre mondiale, Napoléon, et je jouais grave à un jeu vidéo qui s'appelle Age of Empires, qui est un jeu En fait, tu joues la conquête coloniale, le 3, Age of Empires 3. Voilà. Ah ouais. Donc il y a le 1, le 2, le 3, moi j'étais fan du 3. Et donc vraiment, tu joues la conquête coloniale. Donc ça, c'était mon jeu préféré. Et genre, Mais sans que je capte ce que c'est. Enfin, tu vois, genre quand t'as aucune clé de lecture pour imaginer que cette histoire existe, tu la vois comme une espèce de thème, mais tu comprends pas ce que ça implique et tu comprends pas réellement de quoi il s'agit en fait. Donc tu joues les colons français qui arrivent dans les Amériques et qui s'allient avec une tribu, tu vois, et enfin tout est colonial, mais tu le captes pas et tu dois exploiter l'environnement. Enfin bref, ça c'était un peu ma life avant que j'aille en Chine et que bizarrement c'est à ce moment-là où je me pose des questions sur pourquoi j'étais en France, pourquoi j'étais noir en France. Enfin, le fait de me décentrer m'a permis de me poser plein d'autres questions sur mon identité, à me renseigner sur les histoires africaines et du coup découvrir que l'histoire coloniale c'était un truc complexe. Parce que sinon en fait j'avais juste un peu il y a eu l'esclavage, c'est pas bien. Et c'est tout. Ouais, tu vois. Mais sans comprendre, c'est ça, voilà, comprendre c'est quoi la complexité de l'histoire coloniale. 4 siècles, comment ça peut tenir aussi longtemps dans tant de pays différents, quel type d'administration ils mettent en place, pourquoi ça marche. Et là je me suis dit, c'est fou parce que moi qui aime beaucoup l'histoire, je n'ai même pas pensé à aller ouvrir cette porte qui est en fait un flot d'histoires qu'on pourrait même pas raconter en une vie. En fait, c'est pas des milliers mais des centaines de pays, tu vois. Si on prend la colonisation française, anglaise, portugaise, etc. Sur un temps énorme, donc le nombre d'histoires que tu peux raconter, au lieu de raconter tous les ans la même histoire de la Seconde Guerre mondiale, voilà, donc c'est ça. Justement, moi je te l'ai pas dit,
tout à l'heure, mais moi je suis prof. Ok. Et en fait, Prof du de coup, quoi prof d'anglais. Ok. Et donc du coup en collège. Et souvent mes élèves me disent, madame, nous on voit l'esclavage en 4e, Ouais. il me semble, et ils le voient même pas 3-4 semaines. Et puis c'est tout. J'aimerais savoir un petit peu quel est ton avis par rapport à ça, et quelles sont les recommandations de sources d'infos que tu donnerais à des jeunes qui souhaitent en savoir plus sur leur histoire en tant que personne afrodescendante ou autre. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a du progrès par rapport à nous, notre génération. C'est une impression que j'ai. C'est une impression. Ouais, voilà. Je sais que le programme officiel a inclus plus de choses, mais je ne suis pas sûr qu'il soit appliqué. C'est ça. Voilà, c'est ouais. Exactement ça. L'autre point intéressant, comme tu dis que tu es prof d'anglais, c'est que moi, ces histoires, je les ai vues que en anglais. Pareil. Justement. Parce que, et on nous parlait de Martin Luther King, tu vois, I Have a Dream, genre ça, je l'ai répété et tout. Et ça m'a énervé. Je pense que c'est le truc qui m'a le plus énervé quand j'ai commencé à fouiller l'histoire coloniale française. Je me suis dit, comment on peut nous avoir parlé à ce point de Martin Luther King sans qu'on ait jamais entendu parler de Frantz Fanon. Et là, je me dis, c'est une diversion en fait. Enfin, c'est un truc pour nous faire penser que tout ce qui est esclavage, ségrégation, c'est un truc du monde anglo-saxon. Et en fait, ça reprend juste une vieille querelle coloniale parce que l'empire colonial français a toujours été en concurrence avec l'empire colonial anglais. Du coup, pendant toute l'histoire de l'empire colonial français, il n'a fait que pointer du doigt les défauts de l'empire colonial anglais. Et c'est juste ça qui se poursuit aujourd'hui, tu vois, d'une certaine manière. Mais au moins, c'est une première entrée, donc bravo si jamais tu en parles à tes élèves. On en parle, et puis on parle aussi d'autres choses, bien évidemment. Il n'y a pas que Martin Luther King. C'est ça, voilà. Malcolm X ou même d'autres choses, les Black Panthers, etc. Et après, pour les sources et tout, j'ai envie de dire, il y a des chaînes, moi ce que j'essaie de faire, j'essaie de le rendre un peu accessible à des plus jeunes. Il y a Histoire d'Afrique qui fait un super taf aussi. Il y a Culture Dorée qui fait aussi un travail sur Instagram notamment. Il y a plein de gens, il y a Sid, je crois que tu as reçu Sid ici. Je l'ai vu. Ouais. Qui fait aussi un taf. Donc en fait, il y a plein de jeunes créateurs et créatrices qui proposent des histoires. Et après, il y a des trucs genre sur Arte. Actuellement, il y a quand même un taf qui est fait qui permet d'avoir accès à des histoires comme ça. En tout cas, je pense que le message est passé. Si jamais vous souhaitez vous documenter, peu importe l'âge, peu importe l'origine aussi, parce qu'on est tous concernés par cette histoire et tu le dis très bien toi-même. Que dirais-tu maintenant à des personnes qui pourraient dire que tu es bloqué dans le passé en parlant sans cesse d'histoire coloniale et qu'elle n'est plus présente en France? Alors, elle n'est plus présente en France. Je pense que, heureusement, 2024 nous a montré à quel point c'était faux. Bon, on a vu avec ce qui se passe en Kanaki, ce qui se passe aux Antilles aujourd'hui, Guadeloupe, Martinique. Enfin, on voit à quel point il y a des formes coloniales qui sont... Enfin, la France a maintenu son empire colonial dans ce qu'on appelle les Outre-mer. Donc ça, je pense que c'est plus dur aujourd'hui à sortir comme argument, même si je l'ai tous les jours en commentaire. Et après, bloqué dans le passé, moi je réponds assez simplement à ça en disant que quand on parle d'histoire coloniale, c'est pas qu'on est bloqué dans le passé, c'est juste qu'on raconte une part de l'histoire de France qui est importante pour comprendre quelle est la place de la France dans le monde mondialisé qui est celui qu'on a aujourd'hui. Parce que le fait que les Français puissent circuler avec nos passeports de la manière dont on circule dans le monde, par exemple, c'est l'héritage colonial. Les produits qu'on importe, les ressources qu'on importe et avec lesquelles on peut fonctionner aujourd'hui en France, c'est aussi pour beaucoup des héritages des circulations coloniales. Et ça, c'est important de le comprendre. Les immigrations qui arrivent en France aujourd'hui sont aussi pour beaucoup liées à cette histoire coloniale. Donc pour comprendre la France telle qu'elle est aujourd'hui et le monde tel qu'il est aujourd'hui, pour moi, c'est juste fondamental et c'est ce qui va nous permettre de se projeter dans le futur aussi. Et une France véritablement décoloniale ressemblerait à quoi, selon toi? Dans les années 40, 1940 et quelques, après la Seconde Guerre mondiale, la France ne pouvait plus se réaffirmer comme une puissance coloniale en disant on a nos colonies, etc. Parce que les États-Unis et le monde étaient en mode il faut la liberté des peuples, l'autonomie, etc. Et du coup, qu'est-ce que la France a fait? Elle a créé un autre truc qui s'appelle l'Union française et qui était un peu comme une Union européenne, mais c'était une union entre la France et ses différentes colonies qui allaient normalement devenir toutes indépendantes, mais dans cette union. C'est vraiment comme l'Union européenne, mais sauf que c'est réparti sur plusieurs territoires. Et donc il y a eu le projet de la 4e République et de la 5e République, toute l'écriture de la Constitution, elle se fait avec les députés de toutes ces colonies qui essayent de transformer la France en autre chose. Et les Français de métropole bloquent au maximum parce qu'ils se disent si on laisse la France devenir l'Union française,
et ben en fait on va être en situation un peu de grand remplacement. Il y aura plus de personnes non blanches que de blancs et ils vont prendre le pouvoir politique. Et je me dis, par exemple, une France décoloniale ou décolonisée, si ce projet avait marché, j'aurais trouvé ça intéressant parce qu'on aurait eu plein de pays qui bénéficient du privilège qu'a la France, c'est-à-dire ce passeport qui permet de circuler, etc., etc., une monnaie forte, enfin, tous les privilèges qu'ont la France, sans qu'il y ait ce rapport de domination entre une métropole et ses colonies, tu vois. Et c'est vraiment ce pourquoi plein de gens se sont battus, et c'est pour empêcher ça que la France a donné l'indépendance ponctuelle à plein de pays, le Cameroun, Côte d'Ivoire, etc., etc. Ça a permis d'éclater la possibilité que ça existe. Je sais pas qu'est-ce que pourrait être une France décolonisée dans le futur, mais ce serait, je pense, pas une France avec ses frontières telles qu'on la connaît aujourd'hui. On va revenir sur les idées d'extrême droite, même si on n'en peut plus, même si on est fatigué, même si on est en colère. On sait qu'elles ont toujours été présentes. Du coup, nous, on va parler de la France, parce que c'est là que nous sommes. Et elles gagnent de plus en plus de terrain, je dirais même dans tout l'Occident de façon générale. Penses-tu que la France est raciste? La fameuse question. La fameuse question. La France est-elle raciste? Je pense que oui. Oui. Beaucoup, très raciste, mais pour moi le racisme c'est pas une condamnation morale et c'est ça le truc qui est important à comprendre. Quand on pose cette question, les gens ils le prennent en se disant ça veut dire qu'on est méchant, on est Hitler, on est des nazis, moi je suis pas raciste. Non, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que la France c'est un pays qui fonctionne grâce à ce qu'on appelle le racisme structurel. Du coup, et ça c'est un truc qui est historique mais qui est aussi présent, c'est-à-dire qu'elle s'est construite sur la mise en place d'un système raciste, donc un système de domination basé sur la race, et c'est ce qui lui a permis de construire de construire des sortes de classes sociales ou raciales qui permettent donc d'exploiter une certaine partie de la population et l'enrichissement d'autres parties de la population, mais c'est plein de strates de personnes. Et donc c'est ça qui permettait à l'époque et aujourd'hui à la France d'être le grand pays qu'elle est. Donc dans ce sens, la France est raciste. Et ça ne veut pas dire non plus, quand je dis ça, que moi je suis pur et que je suis pas raciste. En étant français, je participe à ce système raciste aussi, et je suis aussi raciste que beaucoup de personnes en France. C'est un truc un peu bizarre à comprendre, mais dans le sens, encore une fois, où pour moi le racisme c'est pas un enjeu moral, c'est vraiment un système de domination auquel on participe tous et toutes, pardon. Et aujourd'hui, l'enjeu c'est de le casser. Donc après, moi, je reconnais, c'est comme pour le patriarcat, tu vois. Je peux lutter contre le patriarcat, mais je bénéficie des privilèges du patriarcat. Je lutte contre le racisme, mais je bénéficie d'un système raciste qui est en France, tu vois. Et donc là, l'enjeu, c'est de le déconstruire, mais ça prend du temps et ça nécessite un grand travail et beaucoup de remise en question collective, en fait. Mais donc, la France est raciste, oui. C'est pas la seule, c'est pas bien ou mal, c'est factuel. Ok, au moins réponse claire, voilà, à une question claire. Penses-tu que le continent africain et les Antilles françaises peuvent-elles subsister seules sans les anciennes puissances coloniales? Dans un monde idéal, oui, mais dans la situation actuelle, non, parce que tout a été, sur le temps long, fait pour les rendre dépendantes des anciennes puissances coloniales. Donc aujourd'hui, concrètement, il faut un temps d'adaptation pour être en indépendance totale des anciennes puissances coloniales. Et quand c'est le cas, par exemple, là, on voit ce qui se passe au Sahel, il y a le Mali, le Burkina Faso, le Niger, là, il y a le Tchad qui est aussi en train de rompre certaines relations avec l'ancienne puissance coloniale française, mais ça ne veut pas dire d'un seul coup qu'ils sont autonomes, ils vont quand même travailler avec d'autres puissances qui ne sont pas des puissances historiques coloniales comme la Russie ou la Chine, mais qui ont quand même une dynamique coloniale, tu vois. Et encore une fois, c'est pour ça que pour moi, c'est pas des enjeux de morale, parce que là, les Français, ils vont dire « Ah, mais je vais vous changer de maître, c'est juste pour passer aux Russes ou pour passer aux Chinois. » C'est pas ça la question, c'est comment est-ce qu'on construit un système qui permet d'être autonome sur le long terme. Et ça, c'est encore un travail qu'il faut faire et que tout le monde essaye de saboter, que ce soit les Français, les Russes, les Chinois, enfin peu importe, quoi. On va revenir un petit peu au travail que tu fais sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai pu constater que tu étais vraiment très pédagogue dans tes vidéos. On sent vraiment que tu veux transmettre au plus de monde. Cependant, n'as-tu pas été confronté à certaines personnes
qui pourrait dire que tu souhaites plaire à tout le monde, Ouais. en vulgarisant tous les termes, notamment dans une de tes vidéos qui se nomme « Vous allez enfin comprendre Ouais. les termes racisés, privilèges décoloniales, etc. » Comment est-ce que tu pourrais répondre à ça? Ouais, bah ça arrive qu'on me dise ça, tu veux plaire à tout le monde et tout. Moi, perso, c'est pas trop un truc qui m'atteint en fait, parce que je me dis, mon objectif, c'est de donner des outils pour que des personnes racisées puissent trouver leur manière de s'emparer des enjeux politiques en France. Et donc, puissent vraiment se dire, je suis légitime à parler d'un sujet, tu vois. Alors, sans doute qu'il y a des personnes blanches qui vont aussi apprécier le contenu et qui vont aussi se servir de ces outils. La raison pour laquelle je me suis plus tourné vers les réseaux sociaux, c'est que justement dans les espaces d'art contemporain, il va y avoir ce truc où on peut parfois développer des notions très précises, mais le public est quasiment 100% blanc. Et du coup, ça va être un public qui va capitaliser sur ce savoir, parce qu'ils vont avoir accès à des mots de lutte très précis, et ensuite pouvoir enseigner ça à des jeunes de cité en disant « Ah mais tiens, je t'explique le mot, etc. » Et moi, mon objectif avec Histoire Crépus, c'est d'atteindre directement le public concerné. Et je veux pas non plus que ce soit exclusif à ce public, mais voilà, l'idée c'est d'avoir des outils dont les gens peuvent se servir. Après, je pense que ceux qui disent « je veux plaire à tout le monde », il y a aussi beaucoup de gens qui projettent sur les intentions des créateurs et créatrices, tu vois. Et moi, j'apprends à accepter qu'on projette des choses sur mes intentions. Et après, voilà, s'ils veulent penser ça... Ouais, ça fait partie un petit peu du jeu. Ouais, et puis, c'est ça. de toute façon, comme on disait tout à l'heure, toutes les valeurs que tu transmets et toutes les notions que tu essayes de déconstruire, en fait, on est tous concernés dans la société. C'est pas forcément juste une histoire d'afro-descendants. Ouais, non, carrément C'est vraiment chaque personne, peu importe nos origines, vu en fait qu'on fait tous partie de la société française, qu'on soit français ou pas, on est tous concernés par rapport à ces questions-là, je trouve. Donc, Et puis aussi, il y a un truc où parfois, il y a des gens qui sont très militants et qui ont l'impression que toutes les personnes racisées savent de quoi on parle. Mais c'est pas le cas. Et donc, moi, quand je fais aussi des trucs de vulgarisation, c'est pas parce que je veux apprendre aux blancs un truc, c'est parce que je veux expliquer à mon frère ou ma sœur c'est quoi le mot qu'on utilise, et elle le sait, elle n'a pas compris le sens, mais c'est pas grave, c'est parce que c'est un mot hyper élitiste, tu vois, de telle université, donc il faut le vulgariser en fait. On arrive à la fin de l'émission. Someboy, quel est le ou la prochaine invitée que tu souhaiterais voir dans Curl Talk? Ah, grosse question. Alors attends, parce que là... prends le temps de réfléchir, c'est clair. si tu veux. Quelle serait la prochaine ou le prochain invité? Ouais, ça pourrait être cool d'avoir une artiste qui s'appelle Shivey la Multiple. Ok, je connais pas. Ouais, mais c'est une artiste contemporaine qui a un rapport à ses cheveux, je pense, qui pourrait être intéressant. Elle a grandi en Nouvelle-Calédonie, mais elle est métisse, pas de Nouvelle-Calédonie. Donc, et du coup, c'est un parcours aussi intéressant, et elle circule beaucoup partout dans le monde. Et ouais, je pense que ça pourrait être une personne bien. Trop cool, trop nice. On a hâte de découvrir en tout cas. C'est la fin de l'émission. Merci à toi, Someboy, d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, j'ai été honorée. Merci pour les questions et l'invitation. Les réseaux de Someboy, du coup, vont s'afficher juste en bas. Merci encore à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. On se dit à très bientôt et passez de très belles fêtes de fin d'année. Et n'oubliez pas, dans Curl Talk, on parle cheveux, mais pas que. Ciao, ciao. Ciao.